Pékin, place Tiananmen, 1989. Tout le monde se souvient de ces images des étudiants réclamant la liberté et la démocratie pendant des semaines, puis l'arrivée des chars. Le symbole fort de cette résistance est bien entendu la photo de cet homme qui se dresse seul face à un tank. Dans toutes les rédactions occidentales, on l'appelle The Tankman. Et pourtant, première inexactitude. Cette photo n'a pas été prise le 4 juin, le jour même de la tragédie, mais le lendemain, alors que tous les étudiants avaient quitté la place et que les chars se retiraient. L'auteur de cette photo, le photographe Jeff Widener, a lui-même affirmé qu'elle datait du 5 juin, alors qu'on nous la présente toujours comme ayant été prise le 4 juin. Depuis plus de 30 ans, le public est submergé par l'émotion lorsque les médias occidentaux commémorent l'événement en insistant sur la cruauté du régime de Pékin qui a envoyé l'armée pour massacrer sa jeunesse. Aujourd'hui, avec le recul de 3 décennies, nous avons désormais une vision plus claire de ce qui s'est véritablement passé ce jour-là. Lorsqu'on se penche sur les faits, les témoignages directs, la chronologie précise des événements et le rôle clé joué par certains officiels américains, on se rend compte d'une chose. Ce qui nous a été présenté comme un mouvement pacifique visant à instaurer la démocratie en Chine fut en réalité une tentative de coup d'État fomentée par la CIA. Cela paraît d'autant plus évident aujourd'hui que cette méthode de déstabilisation, mise au point par le théoricien américain Gene Sharp, est connue sous le nom célèbre de révolution de couleur. Car c'est bien une tentative de révolution de couleur qui a eu lieu à Tiananmen en 1989. Mais contrairement aux printemps arabes et autres mouvements démocratiques qui réussirent par la suite, en Géorgie en 2003, au Kirghizistan en 2005, ou encore en Ukraine en 2014, celle-ci échoua. Est-ce cet échec que les États-Unis tentent de faire payer à la Chine en rappelant chaque année au monde entier, par médias interposés, combien son régime est sanguinaire ? C'est d'autant plus probable qu'il n'est pas inutile aujourd'hui de décrédibiliser une Chine qui affiche de véritables succès dans tous les domaines, économique, social, technologique ou diplomatique. Il est donc nécessaire d'apporter un éclairage nouveau sur ce que furent véritablement ces manifestations chinoises de 1989. Pour comprendre le mouvement de 89, il faut le replacer dans le contexte de l'époque, particulièrement inflammable au niveau international et notamment en Europe. À la fin des années 80, la conjoncture est inédite au sein du bloc communiste. Depuis 1985, celui-ci commence à se fissurer sous l'impulsion du nouveau chef de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, et de sa nouvelle politique de libéralisation, connue sous le nom emblématique de perestroïka. Progressivement, l'Union soviétique se désengage de ses États satellites en Europe centrale et orientale. Les révolutions de velours sont en marche. Dès février 88 en Pologne et au début 89 en Hongrie, les leaders de l'opposition nouent un dialogue avec le Parti communiste en se réunissant autour d'une table ronde. Ces pourparlers aboutissent à des élections libres et mettent fin à la prééminence du Parti communiste. En décembre 88, en Tchécoslovaquie, des manifestations pour la défense des droits de l'homme sont autorisées à Prague, tandis que le rideau de fer s'ouvre à la frontière austro-hongroise le 2 mai 1989.
Les pays du bloc socialiste sont tous gagnés par ce mouvement de libéralisation qui les affranchit non seulement de la tutelle soviétique, mais aussi du système de parti unique, vite remplacé par un système démocratique. Par un effet domino, cette lame de fond va se poursuivre jusqu'à la chute du mur de Berlin en novembre 89 et se clôturera cette année-là par la révolution roumaine fin décembre. En Chine, la situation n'est pas brillante. Après 10 années de réformes, initiées par Deng Xiaoping, le pays souffre de nombreux maux liés au processus de libéralisation vers l'économie de marché. La direction peine à résoudre les difficultés qui se posent à elle. Une inflation galopante, qui s'élève à 30% en 88, des licenciements massifs, de la corruption et de profondes disparités socio-économiques qui divisent la société. Beaucoup de travailleurs, en raison de la perte de leur emploi et de leur protection sociale, sont devenus des nostalgiques du maoïsme. Quant aux étudiants, leur situation est critique. Alors que les frais de scolarité augmentent, ils s'appauvrissent de jour en jour. De plus, bon nombre d'entre eux ont de véritables difficultés à trouver un emploi après l'obtention de leur diplôme. Durant les années 80, il n'était pas rare d'assister à des manifestations d'étudiants à Pékin, c'était même un phénomène récurrent. Au printemps 88, lors de la session parlementaire annuelle, voici ce que déclarait Ting Shesun, le proviseur de l'université de Pékin, PEITA, cette université qui jouera un grand rôle dans le mouvement de Tiananmen, puisque la plupart des meneurs en faisaient partie. On me demande si, en tant que président de PEITA, je crains les manifestations étudiantes. Je répondrai ceci, ce ne sont pas les troubles que je crains le plus, mais le manque d'argent. Les dirigeants sont parfaitement conscients de la situation déplorable dans laquelle se trouvent élèves et professeurs. Un mois avant le début des événements, en mars 89, Deng lui-même reconnaît que le niveau de vie des intellectuels laisse beaucoup à désirer et que c'est un problème qu'il faut résoudre coûte que coûte. Comme on peut le constater, le terreau en Chine était favorable à toutes sortes de mouvements contestataires, mais encore fallait-il un catalyseur pour que ce genre de mobilisation se transforme en insurrection. Celui du printemps de Pékin portait en l'occurrence un nom bien connu, la CIA. Le printemps de Pékin avait en effet déjà été préparé en amont sur le terrain par des ONG américaines. Au cours des années 80, les services américains étaient déjà très actifs en Chine, mais sous une forme différente de celle qui avait prévalu jusqu'alors. Pendant les 3 premières décennies de la guerre froide, c'était l'action secrète qui était de mise. Mais dès le début des années 80, Washington se mit à agir de manière ouverte par le biais d'associations et d'organisations non gouvernementales. En 1983, le président Reagan officialisa cette nouvelle stratégie vis-à-vis du bloc communiste sous le nom de lutte non violente. Concrètement, cette lutte consistait à utiliser des ONG paravents, comme l'Open Society du milliardaire George Soros, le National Endowment for Democracy, le NED, ou encore l'Albert Einstein Institution, pour créer des mouvements pro-démocratiques destinés à déstabiliser les gouvernements en place. Ces entités étaient infiltrées et instrumentalisées par la CIA pour abattre les régimes hostiles à l'Empire américain. À partir de 1986, George Soros opérait en Chine via son ONG, le China Fund, financé par son Open Society. Au début, ce fonds promouvait les échanges culturels. Par la suite, il se mit à collaborer avec l'Institute for Economic and Structural Reform, le think tank d'influence libérale du Premier ministre Zhao Ziyang, celui qui allait devenir la figure emblématique du mouvement de 89. En 86, le China Fund de Soros fait une donation d'1 million de dollars à l'Institut de Zhao, ce qui était une somme énorme à l'époque en Chine. Cet argent servit,
entre autres, à financer des projets de recherche, mais aussi à cultiver l'esprit pro-démocratique chez les étudiants, qui pour la plupart participeront aux événements de Tiananmen. De son côté, le NED s'adonne au même travail de sape. Depuis 1985, il s'attache à promouvoir la propagande libérale et le sentiment antigouvernemental chez les étudiants chinois. En 1988, l'organisation finit par implanter 2 bureaux en Chine, le China Perspective Inc. à Pékin et le Center for International Private Enterprises à Shanghai. Le centre du NED à Pékin organisait régulièrement des conférences sur la démocratie et recrutait par ailleurs des étudiants auxquels il proposait de financer leurs études aux États-Unis. Quant à l'Albert Einstein Institution, si elle n'est pas encore présente en Chine à cette période, elle fera irruption au moment opportun, lors du printemps 89, en la personne de Gene Sharp, son célèbre dirigeant. Pour l'heure, force est de constater que les suspects habituels, connus pour fomenter les fameuses révolutions de couleur, étaient présents et opéraient depuis quelques années en Chine, lorsqu'éclatèrent les manifestations au printemps 89. Et comme les documents le démontreront par la suite, il ne fait aucun doute que la CIA fut l'orchestrateur du mouvement. Au début de l'année 89 en Chine, l'agence américaine attendait en embuscade l'occasion qui lui permettrait de transformer toute manifestation en une révolution. Le scénario était simple, anéantir le gouvernement central pour placer à sa tête un Gorbatchev chinois, c'est-à-dire Zhao Ziyang. Celui-ci aurait alors accéléré la libéralisation économique, mais surtout politique, en remplaçant le parti par un système démocratique. Avant de dérouler la chronologie des événements, il nous faut présenter les 3 grands acteurs qui jouèrent un rôle décisif au cours de ce printemps 89. Les Américains James Lilly et Gene Sharp et le Chinois Zhao Ziyang. Commençons tout d'abord par James Lilly, l'ambassadeur des États-Unis en Chine au moment de Tiananmen. À l'époque, il était également l'un des chefs d'opération de la CIA en Asie. Le profil de James Lilly est assez atypique. Né en Chine en 1928 à Qingdao, où son père travaillait pour la Standard Oil, il a été élevé en partie par sa nourrice chinoise et parlait couramment le mandarin. Au tout début de la guerre froide, cette singularité attire évidemment l'attention des services de renseignement américains, au moment où il étudie à l'université de Yale. C'est donc tout naturellement qu'il est recruté par la CIA en 1951, lorsqu'il obtient son diplôme. Sa mission première au sein de l'agence: lutter contre le communisme sur le continent asiatique. Pendant les 30 années qui vont suivre, Lilly sera affecté à de hauts postes en Asie, du Laos au Japon, en passant par Hong Kong et Taïwan, où il recrutera de nombreux agents destinés à infiltrer la Chine. En 1981, à l'élection de Reagan à la tête des États-Unis, son vice-président George Bush fait entrer Lilly au très stratégique Conseil de sécurité nationale. Bush père, qui a été le chef de la CIA de 1976 à 1977, est un très bon ami de Lilly. Les 2 hommes se connaissent depuis longtemps. C'est d'ailleurs Bush qui fera nommer Lilly ambassadeur de Chine 6 mois après son élection à la présidence des États-Unis en novembre 1988. L'autre acteur américain impliqué dans le printemps de Pékin est Gene Sharp, le célèbre stratège de la CIA, surnommé le Machiavel de la non-violence. Il est le grand théoricien des révolutions de couleur. Il a mis au point la fameuse méthode de combat non violente qui consiste à renverser les États hostiles à Washington par le biais de manifestations populaires. Ce que Sharp entend par non-violence, c'est une action qui n'utilise pas de violence directe et armée. En fait, ce n'est pas tant le mouvement en lui-même qui est brutal, mais ses conséquences. En provoquant le chaos par la libéralisation à outrance, on produit des guerres civiles, de la délinquance et de la misère. En définitive,
Sharp serait plutôt une sorte de Machiavel inversé, car contrairement au philosophe italien, son but n'est pas de consolider le pouvoir central, mais de proposer toutes sortes de moyens de le dissoudre. Pour lui, le camp du mal est toujours représenté par le pouvoir en place, et le camp du bien par les groupes rebelles qui s'y opposent. Dans les années 60, Gene Sharp est recruté par un centre de recherche en relations internationales lié au renseignement américain, le Center for International Affairs de Harvard. Cet organisme est l'épicentre de l'establishment intellectuel de la guerre froide, où sont passés, entre autres, les conseillers Henry Kissinger, Samuel Huntington et Zbigniew Brzezinski. Dès 1983, Sharp décide de créer son propre organisme, l'Albert Einstein Institution, avec l'appui d'UNED. En réalité, cette ONG n'est qu'une façade de la CIA pour créer et piloter des mouvements contestataires afin de les manipuler dans le sens voulu par Washington. Lors du printemps 89, comme les événements le montreront par la suite, ce sont bien les méthodes de Sharp qui furent appliquées. Le troisième acteur incontournable de ce drame est Zhao Ziyang, secrétaire général du Parti communiste chinois depuis 1987, considéré à l'époque comme l'homme le plus puissant de Chine. Zhao avait le profil idéal pour devenir le Gorbatchev chinois, celui qui procéderait à la libéralisation complète de l'économie, ainsi qu'au changement de régime politique. Car en plus d'être un libéral, il était un démocrate convaincu. Zhao Ziyang avait été Premier ministre de 80 à 87. Dans la pratique en Chine, ce rôle est dévolu aux affaires économiques. Les questions politiques et militaires sont l'apanage du secrétaire général du parti. Au cours de cette période, Zhao chercha à rassembler autour de lui des experts en économie pour mieux servir la transition du pays vers l'économie de marché. Il crée alors un centre de recherche dont nous avons parlé, l'Institute for Economic and Structural Reform, celui-là même qui sera financé dès 1986 par le China Fund de Soros. Zhao éprouvait également de l'admiration pour l'économiste américain Milton Friedman, ardent défenseur du libéralisme et opposant acharné à l'intervention de l'État. Friedman était aussi le conseiller économique de Reagan depuis 1979. Zhao Ziyang l'avait rencontré à Pékin en septembre 1988, soit 8 mois avant le début des événements de Tiananmen. L'expert américain était venu donner une conférence en Chine dans le cadre d'un échange entre l'université de Fudan et le centre de recherche néolibéral Cato Institute. C'est Zhao lui-même qui avait sollicité cette entrevue pour lui demander conseil, ce qui fut perçu à l'époque comme un acte de faiblesse par les conservateurs du parti. Lors de cet entretien de 2 heures au Grand Hall du Peuple, Zhao interrogea Friedman sur la meilleure façon de juguler l'inflation, le souci majeur de la Chine à ce moment-là. Fidèle à ses principes, Friedman répondit qu'il fallait supprimer d'un seul coup et de manière audacieuse le contrôle des prix par l'État, puis calmer l'inflation en finançant le déficit public par une création artificielle de monnaie. Si le leader chinois ne suivit pas à la lettre ces recommandations, il poursuivit néanmoins la marche de l'économie vers la libéralisation, ce qui eut pour effet d'aggraver une inflation déjà galopante au printemps 89. Malgré le rôle sinistre que les États-Unis souhaitaient lui voir jouer, Zhao Ziyang n'était pas un calculateur. Dans son livre d'entretien avec le journaliste chinois Zhong Fengming, il montre combien il était convaincu des bienfaits d'une libéralisation totale en Chine. On note également qu'il a toujours fait preuve d'une grande naïveté vis-à-vis de l'administration américaine, qu'il croyait dénuée d'arrière-pensée. C'est certainement ce qui fit de lui le candidat idéal aux yeux de Washington.